Je me souviens d'une petite de Pasiane, c'est un village de l'Est du Kosovo. Elle m'a dit, les gens qu'on ne connaît pas, ils ne sont pas de notre village et souvent ils nous insultent, ils nous crachent dessus quand ils passent en voiture. Pour des milliers d'enfants serbes chrétiens du Kosovo, c'est ce qui se passe au quotidien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien. Alors pour rappel, comme vous avez pu le voir en introduction, en plus de notre chaîne YouTube, on a une application où vous pouvez retrouver tous nos documentaires. Donc pour vous abonner, le lien est dans la description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Monsieur Arnaud Gouillon. Monsieur Arnaud Gouillon, bonjour. Bonjour, bonjour à vous et bonjour à tous vos auditeurs. Merci d'être avec nous et de nous accorder du temps. Alors je vais commencer par une petite présentation parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour ceux qui ne vous connaissent pas. Alors avant toute chose, vous êtes français. Vous avez créé l'association française Solidarité Kosovo en 2004, qui vous a valu une médaille de la Légion d'honneur serbe dans le domaine humanitaire. Un an plus tard, vous avez obtenu la nationalité serbe, puis vous avez gravi les échelons au sein du gouvernement serbe aussi en Serbie, en étant d'abord secrétaire d'État en charge de la diaspora au ministère des Affaires étrangères C'est puis ça? député à l'Assemblée nationale, pour enfin être nommé depuis mai 2024 directeur du bureau gouvernemental pour la diplomatie publique et culturelle, ce qui équivaut à un ministre délégué en France, c'est ça. C'est ça, c'est les équivalents. C'est parfois difficile de trouver les bons noms parce que c'est pas exactement les mêmes systèmes, mais Et ça du coup, correspond. plutôt proche du Premier ministre. Voilà, c'est ça. En fait, je suis rattaché directement au Premier ministre. Donc en France, c'est ce qui s'appelle ministre délégué rattaché au Premier ministre. D'accord, donc vous avez un beau palmarès. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir nous éclairer aujourd'hui sur le sujet. Bon, Euh, c'était 20 ans de parcours résumé en quelques minutes. Donc c'est oui, vrai que j'ai il y a vraiment entre 2004, le moment où je crée l'association, et 2024, le moment où je suis nommé au poste que j'ai aujourd'hui, il s'est passé quand même 20 ans. Alors c'est oui. environ. Donc en quelques minutes, j'ai résumé. Alors du coup, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer, en tant que Français, comment vous en êtes arrivé là au sein du gouvernement serbe? Alors, commençons par les débuts. Déjà, bon, je suis né à Grenoble, en France, et en 1985. En 2004, alors que j'ai 19 ans, se déroulent en Serbie, au Kosovo et Metochi, des pogroms antichrétiens, anti-serbes, durant lesquels 34 églises et monastères sont brûlés, incendiés, dont certains qui datent du XIIIe siècle. 10 000 réfugiés serbes sont chassés de chez eux. Et on retrouve la violence en Europe au début du XXIe siècle, dans une indifférence générale. Et c'est ce qui m'avait choqué, c'est ce qui avait choqué également mon frère, mes amis, avec lesquels j'ai créé donc cette année-là l'association Solidarité Kosovo pour venir en aide aux chrétiens serbes du Kosovo, oppressés sur leur terre, puisque le Kosovo, c'est, pour expliquer à nos auditeurs, c'est une région du sud de la Serbie qui fait la taille d'à peu près deux départements français et qui est la région d'Europe avec la plus grande densité d'édifices religieux chrétiens. Malheureusement, suite à la guerre de 1999 et des pogroms de 2004, nombreuses basiliques, monastères, églises ont été détruits, vandalisés, les cimetières ont été ravagés, des villages complètement rasés. Les Serbes, les derniers chrétiens du Kosovo, qui étaient majoritaires il y a encore un peu plus d'un siècle au Kosovo-Metochi, représentent aujourd'hui 5% de la population. Et nous avions souhaité venir en aide à ces populations, à ces familles, à ces enfants, en leur offrant un Noël, en apportant des jouets, du matériel scolaire, des vêtements chauds de France cette année-là, pour aider les réfugiés. Nous étions allés à Kosovska Mitrovica cette première année, c'est au nord du Kosovo, c'est une poche de résistance serbe rattachée à la Serbie centrale. Et puis ensuite, d'année en année, nous avons développé l'association pour devenir l'une des plus importantes associations, non seulement au Kosovo, mais dans tous les Balkans. Nous avons plus de 12 000 donateurs français qui nous permettent de réaliser toutes nos actions, rénovation d'écoles, création de fermes, distribution de serres agricoles, organisation de vacances à la mer pour les enfants des enclaves qui vivent derrière des fils de fer barbelés toute l'année, pour leur permettre de voir ce que c'est que la liberté, pour leur permettre aussi de
rencontrer d'autres enfants qui viennent d'autres villages afin qu'ils puissent se socialiser, puisque quand vous vivez dans une enclave chrétienne au Kosovo, vous n'avez malheureusement pas d'autre choix que de vivre comme dans une prison à ciel ouvert. C'est une sorte de village d'Astérix. Et au Kosovo, vous avez plein de petits villages d'Astérix, souvent entourés de fils de fer barbelés, duquel les gens, les Serbes, ne peuvent sortir sans risquer l'accrochage, sans risquer l'attaque. Et l'association Solidarité Kosovo leur apporte un soutien vital. Et grâce à notre action sur ces 20 dernières années, nous avons permis à des villages entiers de se maintenir alors qu'ils auraient été à coup sûr déplacés, faute de moyens, faute d'autosuffisance alimentaire. Euh, et donc ça, c'est le principal résultat de notre aide et de nos 2 décennies d'engagement. Alors, Mhm. j'essaie de raccourcir pour comment j'en suis arrivé à être au gouvernement serbe. Déjà, j'ai déménagé en Serbie en 2012 pour développer justement les projets humanitaires, pour professionnaliser l'association, pour développer les complexes agricoles et tous les travaux importants que nous effectuons au quotidien dans tous les villages serbes du Kosovo. De fil en aiguille, notre travail a été connu et reconnu. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, j'ai été décoré de la Légion d'honneur serbe, mais j'ai également obtenu la nationalité au mérite. Et ensuite, événement important, en 2020, le président de la République de Serbie, Aleksandar Vučić, m'a proposé de devenir secrétaire d'État en charge de la diaspora au sein du ministère des Affaires étrangères de Serbie pour pouvoir développer des projets similaires aux projets que j'avais réalisés au Kosovo en ce qui concerne la préservation de l'identité, de la culture, de la langue. Et donc, ça a été un gros défi, un gros pas en avant et c'est une offre que j'ai acceptée avec enthousiasme. Et de fil en aiguille, j'ai ensuite continué à gravir les échelons jusqu'au poste que j'occupe actuellement et qui a en charge la diplomatie publique et culturelle, c'est-à-dire tout ce qui est promotion de la Serbie dans le monde, des valeurs traditionnelles de la Serbie, mais aussi des nouveautés culturelles qui sont développées ici pour montrer, pour répondre en fait à cette propagande négative qui a été euh, réalisé pendant des années, depuis les années 90 et les années 99, contre le peuple serbe et la Serbie pour répondre aux erreurs historiques qui ont été commises. Et j'aimerais bien que quand on dise le mot serbe, eh bien, en France et ailleurs dans le monde, on pense à quelque chose de positif. On pense à Novak Djokovic, on pense au monastère serbe du Kosovo, on pense à un peuple extrêmement accueillant, généreux, avec une histoire incroyable, et pas simplement aux messages de propagande qui ont été véhiculés par CNN et d'autres médias par le passé qui ont présenté le peuple serbe comme des bourreaux et les responsables de toutes les atrocités qui ont eu lieu dans les Balkans ces dernières décennies, alors que le peuple serbe est la principale victime de ces atrocités. Mhm. Justement, vous parlez de la propagande qui a été faite notamment dans les médias. On peut aussi le voir en France ou en Occident de manière générale dans les écoles quand on nous récite, on nous apprend l'histoire de tout ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie et par la suite. Voilà, est-ce que, enfin, selon vous, quel est le rôle justement des écoles en Occident et des médias dans cette histoire du peuple serbe? Vous savez, l'histoire du peuple serbe et l'histoire des Balkans est compliquée. Et je peux comprendre que pour un occidental qui ne s'est pas intéressé à ces questions, cela peut sembler qui sont les Serbes, les Croates, les Bosniaques, les Albanais, l'ex-Yougoslavie, l'éclatement de la Yougoslavie, qu'est-ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine, etc. Mais le problème, c'est que dans les livres scolaires, mais aussi les médias, ils ont pris un parti pour les musulmans de Bosnie et ceux du Kosovo contre les chrétiens serbes. Et systématiquement, ils mettent un filtre qui montre euh, que les Serbes n'ont jamais été victimes, mais ont toujours été coupables. Je, voilà, si on parle de Srebrenica, je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit. Oui, ça a été un crime de guerre pendant la guerre de Bosnie. Tout le monde en a parlé. Et aujourd'hui, c'est même au niveau de l'ONU une date qui a été mise en place. C'est présent dans la plupart des livres scolaires dans toute l'Europe. Mhm. Les victimes étaient bosniaques. C'est quelque chose de mal et qui a été condamné par la Serbie elle-même, évidemment. Mais qui parle de ce qu'il s'est passé dans les villages chrétiens autour de Srebrenica, dans les villages serbes, durant 3 ans de guerre, durant lesquels 4000
femmes, enfants, hommes ont été assassinés, décapités par des moudjahidines. Nasser Oric, qui était le leader des troupes bosniaques, a effectué un crime de guerre terrible dans le village de Kravica en 1993, lorsqu'il est rentré le jour de Noël, alors que les paysans sortaient de la liturgie, et il a assassiné tout le monde, femmes, enfants inclus, et hommes désarmés. 4000 personnes, dont personne ne parle, alors que tout le monde parle des autres. Alors je crois que si on parle des victimes d'un côté, il faut parler des victimes de l'autre. Sinon, on ne fait pas de l'information, on ne fait pas de l'éducation, de l'instruction, on fait de la propagande. Et nous, on veut se battre contre cette propagande. On ne veut pas nier les réalités. On veut promouvoir la vérité pour que justice, enfin, soit faite. Oui, vous parlez des Serbes de Bosnie. On a fait un documentaire en mars dernier là-bas, à Banja Luka. On entend de plus en plus parler d'une possible indépendance des Serbes de Bosnie. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ça, depuis la condamnation de Milorad Dodik? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation en Bosnie-Herzégovine? Pour expliquer simplement ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine, il faut savoir qu'une guerre terrible a eu lieu entre trois peuples, trois confessions, entre les Bosniaques musulmans, les Croates catholiques et les Serbes orthodoxes, qui vivent depuis toujours en Bosnie-Herzégovine. Personne n'est venu, mais ils sont tous là. Ce sont des peuples autochtones qui, pour des raisons historiques, à travers le temps, se sont séparés et ils parlent tous une langue commune. Cette guerre a fait énormément de morts et elle a été arrêtée en 1995 grâce aux accords de Dayton. C'est un accord, un contrat international qui a été signé par différents pays occidentaux, euh, y compris et par la Serbie qui est garant de cet accord et qui a permis la paix. La chose importante dans cet accord et pourquoi la paix a pu avoir lieu, c'est que nous avons une partition dans les faits de la Bosnie-Herzégovine en deux entités, l'entité croato-musulmane et l'entité serbe, la République serbe de Bosnie, qui a ses propres ingérences. Et chaque entité a, bien sûr, il y a un État commun qui a ses prérogatives, mais chaque entité a des particularités culturelles, linguistiques, pour préserver justement ces peuples de toute oppression. Depuis plusieurs années, nous voyons une tendance de la part de Sarajevo, donc c'est-à-dire des Bosniaques qui sont devenus majoritaires au fil du temps par la démographie, de vouloir oppresser les deux autres peuples en leur enlevant leurs prérogatives. Et la République serbe de Bosnie est victime de cette tentative de centralisation, c'est-à-dire qu'on veut enlever les droits acquis et qui ont été obtenus grâce aux accords de Dayton qui ont permis la paix, en leur enlevant différentes prérogatives. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République serbe de Bosnie, Milorad Dodik, s'est levé contre cette tendance dangereuse qui crée énormément d'instabilité, qui fait renaître les tensions en Bosnie. Et il a été condamné par un tribunal de Sarajevo. Donc on voit qu'il y a une instrumentalisation du pouvoir judiciaire à des fins politiques dans le but de maltraiter et de soumettre l'entité serbe de Bosnie, la République serbe, qui permet aux chrétiens serbes de rester libres et qui permettent de rester en sécurité sur leur terre. Parce que si aujourd'hui nous avons encore des Serbes en Bosnie, si aujourd'hui nous avons encore des églises en Bosnie, c'est parce que justement cette entité, la République serbe de Bosnie, existe encore. Et ceux qui veulent l'enlever mettent en danger 1 million de Serbes chrétiens de Bosnie. Et ça, c'est un grand danger, pas simplement pour la Bosnie ou pour la région des Balkans, c'est pour toute l'Europe. Et je crois qu'il faut en appeler à la raison. C'est ce que fait la République de Serbie, et je parle aujourd'hui au nom du gouvernement serbe, c'est ce que fait le président de Serbie, Aleksandar Vučić, en demandant à ce que tout le monde en revienne à la raison, en rappelant le respect du droit international, en rappelant le respect des accords internationaux de Dayton, en respectant évidemment la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine, mais en respectant l'intégrité de la République serbe de Bosnie. Et je crois que c'est la seule solution, puisqu'aujourd'hui, il y a toujours des personnes qui voudraient en avoir plus, qui espèrent en prenant des droits ou en oppressant un peuple que leur propre peuple serait plus heureux, mais je crois que ça ne fonctionne pas comme ça. Je crois qu'il est temps de coopérer et de vivre en paix
surtout dans les Balkans. Il y a eu suffisamment de guerres et c'est pour ça que Belgrade en appelle à la raison systématiquement. Et j'espère que nous serons entendus, pas simplement dans notre région, mais également en Europe. Et je vous remercie une nouvelle fois de me donner la parole. Ça me permet aussi de pouvoir expliciter notre position auprès des auditeurs français. Bah, justement, est-ce que votre installation en Serbie a transformé votre vision de l'Europe, de l'Occident et même de la France? Oui et non. Je dirais que j'avais une vision, me semble-t-il, assez claire de l'Occident en y vivant. En vivant en Serbie, en revanche, je me suis rendu compte que ce n'était pas contradictoire d'être euh, patriote, fier de son histoire, fier d'appartenir à son peuple, tout en étant extrêmement ouvert, tolérant. La Serbie, c'est un pays, si vous y venez, vous serez accueilli comme un roi. C'est vraiment des hôtes fantastiques. Ils discutent avec les étrangers, ils aiment les gens, ils aiment les différentes cultures. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont fiers de leur propre culture. Ici, se dire fier d'être serbe, c'est quelque chose de normal. Ce n'est pas politiquement incorrect. Et cela leur permet d'être totalement ouverts aux autres cultures et aux autres personnes. Donc, ce n'est pas antinomique, ce n'est pas contradictoire. Alors qu'en Occident, on nous a convaincus pendant des années que l'un empêchait l'autre. Non, je crois que justement, l'un est le complémentaire de l'autre. Et qu'on ne peut apprécier qu'une culture étrangère si on est fier et qu'on connaît sa propre culture. Oui, j'ai pu m'intégrer ici en Serbie sans trop de difficultés. J'ai pu apprendre la langue serbe qui est extrêmement difficile sans trop de difficultés également. Pourquoi? Parce que je connaissais ma propre culture, ma propre langue, et ça m'a permis de m'ouvrir à cette culture européenne, chrétienne. Alors, ce n'était pas un pas énorme puisqu'on appartient à un même socle civilisationnel, mais les différences malgré tout existent. Donc, voilà, c'est cette vision-là qui a peut-être évolué, où en fait, ça devrait être un modèle pour d'autres pays où on peut être ouvert tout en étant patriote et fier de ses racines, de son histoire, et en voulant tout simplement la faire découvrir aux touristes et aux personnes qui souhaitent en apprendre un peu plus sur leur histoire. Ah, vous nous avez aussi expliqué tout à l'heure votre volonté de vouloir changer la perception que les personnes en France, en Europe ont des Serbes. Est-ce que justement vous avez pu observer un changement de la perception des Serbes et même des Serbes du Kosovo tant en France qu'en Europe? Et si oui, est-ce que vous pensez que ça peut être lié justement à vos actions? Je crois que oui, la perception a évolué ces dernières années. Il y a 20 ans, parler des Serbes du Kosovo, c'était extrêmement impopulaire. On était marqué au fer rouge. C'était quelques années après la terrible propagande de 1999. Je rappellerai pour nos auditeurs que des journaux comme Libération ou Le Monde disaient que l'extermination en cours au Kosovo rappelait les temps de Genghis Khan. C'était, je crois, Bernard-Henri Lévy qui disait qu'il fallait libérer les Serbes de Milosevic, mais aussi de lui-même, comme si le peuple serbe était maléfique et diabolique en soi et qu'il fallait le libérer. Et comment l'ont-ils libéré? À coups de bombes. Bombes de l'OTAN qui, durant 78 jours, ont largué de l'uranium appauvri sur tout un pays, sur tout un peuple. Et les conséquences, d'ailleurs, sont terribles puisqu'il y a, en plus des morts directement dues aux missiles, il y a un taux de cancer qui a augmenté et qui fait des ravages aujourd'hui encore partout en Serbie. Cet acte illégal, puisqu'il était fait sans l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU, les bombardements et l'agression de l'OTAN en 1999, a été justifié par ce dont vous parlez, par cette propagande médiatique, par ces pseudo-intellectuels comme Bernard-Henri Lévy, par des pseudo-humanitaires comme Bernard Kouchner qui ont fait des dégâts terribles. On parlait à la télé de près de 500 000 Albanais kosovars qui auraient disparu, comme si à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, on pouvait faire un génocide sans que personne en fait ne le voie. Et bien sûr que les chiffres étaient exagérés, que tout était faux et que le but était de diaboliser un peuple, puisque les chiffres officiels des organisations internationales fait état de malheureusement 10 000 morts, ce qui est beaucoup trop. Mais on est quand même bien loin des 500 000. Et dans ces 10 000 morts, vous avez des milliers de civils serbes.
Vous avez des milliers, des centaines de Roms, d'Ashkali, de Gorani. Et vous avez bien sûr également des milliers d'Albanais, puisque c'était une guerre. Donc, euh, quelques années après cette propagande, il était difficile de venir en aide aux Serbes du Kosovo, mais nous savions que la vérité était de notre côté et que ce que nous avions vu lors de ces premiers convois humanitaires, euh, rien ne pouvait le justifier. On ne peut pas justifier qu'un enfant de 5 ans vive dans une enclave derrière des fils de fer barbelés. Moi, j'ai été choqué lorsque j'ai apporté un convoi qui me semblait somme toute modeste, quelques mètres cubes de jouets, et de voir des enfants qui allaient s'émerveiller avec un ballon de foot, un simple ballon de foot. J'ai donné une poupée à une petite fille qui avait peut-être 10 ans à l'époque, et elle s'est émerveillée à la vue d'une simple poupée, parce que jusqu'à présent, elle n'en avait jamais eu. Et oui, je crois qu'on savait qu'il y avait eu la guerre et que la situation était difficile, que la pauvreté était présente, mais je ne pouvais pas imaginer qu'en Europe, des enfants vivent comme ça. Et surtout que personne n'en parle. Ben, nous avons souhaité en parler à travers les magazines de l'association Solidarité Kosovo qui sont envoyés tous les 3 mois à tous nos donateurs, à travers les lettres d'information, à travers des livres, des documentaires. Il y a un documentaire qui est présent sur YouTube qui s'appelle Kosovo, une chrétienté en péril, qui est passé sur la chaîne également française KTO et à la télé serbe et qui a reçu de nombreux prix de films documentaires, dont celui de Zajeca il y a quelques années, et qui montre cette réalité. Sans politique, sans grands mots et grandes idées, juste la réalité. Comment vivent des moines dans un monastère qui est protégé par 2 checkpoints de l'OTAN. Quand vous allez au monastère Visoki Dechani, vous passez un premier checkpoint avec des tourelles, des barbelés, des fusils mitrailleurs. Puis vous allez à un deuxième checkpoint avec des sacs de sable. Et ensuite, vous pouvez rentrer dans un monastère qui est un îlot de paix dans un océan de haine. Et cet îlot de paix a été attaqué ces dernières années 4 fois au lance-grenades, à la roquette. Et dernièrement, c'était une tentative d'attaque islamiste à la Kalachnikov, qui a été bloquée par le SAS de sécurité financé par Solidarité Kosovo il y a quelques années. Donc, c'est comme ça aussi qu'on peut influer sur les choses et permettre aux gens de continuer à vivre. Et tout ce travail a contribué, mais c'est le travail aussi de grands profs, changer l'image de la Serbie et des Serbes en France et plus ailleurs plus loin dans le monde également. Et je tiens à saluer ici Régis Le Sommier qui est allé lui-même au Kosovo il y a 3 ans, je crois que c'était à la fin 2022, et il a vu de ses propres yeux, il a filmé, et ça a été diffusé ensuite sur Omerta, les tentatives de vol de vin de viticulteurs serbes de Velika Hoća, qui sont les derniers viticulteurs de cette région. Et ça a été une sorte de prise d'otage, c'était assez effroyable à voir. Et ça a été donc diffusé sur votre média, qui est un média libre et objectif. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Ça permet aux gens d'avoir la vision réelle de ce qui se passe. Finalement, pas très loin j'allais dire de chez nous, parce que c'est un peu chez moi, et de chez vous, c'est pas très loin de Paris. Donc, c'est 2 heures en avion, c'est une journée de voiture. C'est là, c'est au cœur de l'Europe. Ça se passe maintenant. Alors, on l'a compris, vous êtes très engagé pour le Kosovo. Vous continuez du coup à faire des convois, c'est tous les ans, c'est ça? Alors, les convois ont lieu tous les ans. Ce sont les convois au moment de Noël, qui sont donc traditionnels. On en a organisé plus d'une vingtaine. On a eu également d'autres convois en cours d'année. Au total, nous avons eu quasiment 60 convois humanitaires. Alors aujourd'hui, ce ne sont plus des petites fourgonnettes comme au départ, ce sont des poids lourds entiers. Mais parallèlement à ça, nous organisons de l'aide qui permet de développer l'autarcie en fait des enclaves, qui permet de développer l'autonomie alimentaire de ces villages chrétiens à travers la mise en place de fermes, de laiteries, de conserveries, développer l'élevage, la culture sous serre. C'est grâce à ça qu'on a pu maintenir en fait des populations aussi qui souhaitent vivre sur leur terre malgré les risques, malgré les attaques. Il faut juste leur donner les moyens de travailler. Ce sont des gens extrêmement valeureux. Les fermes que l'on a construites, les premières fermes que l'on a construites maintenant il y a 15 ans, aujourd'hui, elles sont encore plus développées. C'est-à-dire qu'elles se développent par elles-mêmes. Il faut juste donner l'outil au départ et ensuite, ça fonctionne.
Et c'est ça qui est bien avec le peuple serbe, c'est un peuple travailleur. Et c'est pas pour rien que c'était au Moyen Âge un des principaux empires européens. Et on développe également l'aide à l'enfance, puisque les enfants sont les premières victimes de, des traumatismes et de tout ce qui se passe. Ça a vraiment un impact fort. Je me souviens d'une petite de Pasiane, c'est un village de l'Est du Kosovo, qui nous disait, quand on l'avait emmenée en classe de mer, donc c'était la première fois, non seulement qu'elle allait à la mer, mais la première fois qu'elle sortait de son village. Et quand je lui ai demandé, alors, qu'est-ce qui te plaît ici? Et je m'attendais à ce qu'elle me dise la mer, le beau temps, les amis, les booms qu'on organise pour eux. Non, elle m'a dit, les gens qui sont ici, qu'on ne connaît pas, les étrangers, ils sont gentils avec nous. Je fais, mais comment ça, les personnes que tu ne connais pas sont gentilles? Ah oui, parce que dans notre village, on connaît tout le monde et les gens qu'on ne connaît pas, ils ne sont pas de notre village et souvent ils nous insultent ou ils nous crachent dessus quand ils passent en voiture. Alors, ça fait pas la une des médias, ça on n'en parle nulle part. Mais pour des milliers d'enfants serbes chrétiens du Kosovo, c'est ce qui se passe au quotidien, quand ils vont à l'école, quand ils reviennent de leur match de foot, quand ils vont à la liturgie, comme c'était le cas il y a 2 ans, les Stéphane et Miloš, âgés de 11 ans et 19 ans, qui ont été attaqués à l'arme automatique alors qu'ils rentraient de la liturgie de Noël et qu'ils ont été blessés par balle. Ça, c'est des choses dont il faut parler parce que c'est complètement inacceptable et malheureusement, c'est toléré. C'est toléré parce que personne n'en parle. Donc, il faut en parler et c'est aussi notre travail à travers euh, Solidarité Kosovo qui déploie ses actions humanitaires, mais qui déploie aussi des moyens d'information. Et c'est ce que je réalise aujourd'hui avec le gouvernement serbe, à travers mon bureau gouvernemental, à travers la mise en place d'expositions. Nous avons eu une exposition sur les monastères serbes du Kosovo à l'UNESCO à Paris au mois de novembre. Nous avons eu également des interviews, des reportages effectués pour des magazines italiens, américains, russes, et nous essayons de travailler à la mise en relation de toutes ces personnes qui veulent faire un travail objectif et honnête pour présenter une situation ignorée et inacceptable. Arrêtez-moi si je me trompe, mais vous avez été interdit de vous rendre au Kosovo, notamment pour exercer vos convois avec Solidarité Kosovo, mais de manière générale, vous n'avez plus le droit d'aller là-bas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le contexte de cette décision? Oui, cette arrestation a eu lieu euh, bien avant mon entrée au gouvernement. C'était en 2018. Je me rendais au Kosovo pour ouvrir une ferme avicole, donc avec des poules, avec différentes choses, pour développer justement cette autonomie alimentaire. L'évêque m'attendait, les caméras de télévision, c'était un gros événement, c'était un projet important qui avait coûté plus de 150 000 euros. Donc c'était vraiment quelque chose d'important pour la communauté locale. Et ce jour-là, en donnant les papiers d'identité au poste administratif, le garde frontière albanais m'a dit on va t'arrêter, tu vas aller en prison, t'es un criminel. Et ensuite, ils m'ont mis les menottes et ils m'ont envoyé dans une cellule complètement dévastée. Enfin, c'est ce qu'on peut voir dans les films quand ils veulent montrer à quoi ressemble une cage de prison dans un pays du tiers-monde. Et pendant plusieurs heures, j'ai été laissé ici. Et ensuite, des agents spéciaux de Pristina sont venus pour m'interroger et me menacer, donc me menacer de représailles, moi, ma famille, mes enfants. Donc c'était pas agréable. Pendant ce temps, en Serbie, toutes les chaînes de télévision prenaient ça en boucle. Donc ma femme et toute ma famille l'a appris par les médias, ce qui se passait. Moi, j'étais toujours emprisonné, donc ça les a vraiment marqués. Ils ont désossé complètement ma voiture et le motif invoqué officiellement pour vous dire à quel point la stupidité administrative de ce pseudo-État, c'est que c'est marqué Arnaud Bouillon, vous êtes interdit d'entrer au Kosovo parce que vous vous trouvez sur la liste des personnes dont l'entrée au Kosovo est interdite. Alors, j'ai engagé des avocats, j'ai mis tout en place pour essayer de pouvoir continuer à aller sur place pour développer les projets humanitaires, mais ça fait maintenant plus de 6 ans et rien n'a été fait, rien n'a changé. Ils m'envoient d'une cour à une autre et évidemment, c'est un imbroglio administratif et juridique. La décision était politique. Le but, c'était de bloquer l'aide humanitaire qui vient en aide
qui permet aux Serbes du Kosovo de survivre, de bloquer également notre voix dans les médias occidentaux en ce qui concerne la situation des Serbes du Kosovo, mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi parce que je ne suis pas seul. Nous avons des dizaines de volontaires qui, toute l'année, vont au Kosovo. Nous avons des milliers de donateurs qui nous soutiennent. Oui, nous n'avons pas le soutien ni de la Commission européenne ni de l'USAID, mais nous avons le soutien de Français solidaires du peuple serbe qui n'ont pas oublié l'amitié franco-serbe et qui veulent aider des chrétiens d'Europe martyrisés sur leur sol en raison de leur identité, en raison de leur foi. Et c'est pour ça que notre action a continué. Elle a continué même à se développer malgré ces arrestations, malgré ces menaces. C'est pas sans risque, mais l'engagement pour la vérité, pour la justice, pour ces idées en vaut toujours la peine. Et nous continuerons à être auprès des Serbes du Kosovo parce que notre sacrifice est finalement bien maigre comparé au sacrifice de tout un peuple et pas simplement ces dernières années, mais ces dernières décennies, voire ces derniers siècles, puisqu'ils étaient avant l'emprise des Albanais, sous l'emprise des Ottomans, et ils sont toujours là, et ils gardent ce petit bout de terre européenne pour nous tous, parce que le problème du Kosovo, ce n'est pas qu'un problème de la Serbie, je crois que c'est un problème qui concerne toute l'Europe. Car pour la première fois depuis l'évangélisation de notre continent il y a 1500 ans, il existe la possibilité, le risque, qu'une partie de cette civilisation disparaisse à tout jamais, corps et biens. Ce serait un bouleversement civilisationnel qui devrait tous nous inquiéter. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement de Serbie fait tout pour aider son peuple à survivre, mais en faisant cela, il permet également aux valeurs réelles européennes, valeurs traditionnelles, de se maintenir sur ce bout de notre continent. Il vous arrive parfois encore de revenir en France. Quand vous revenez, quelle est votre perception du peuple serbe vu par les Français? Comment voit-il la Serbie? Et est-ce que les Serbes de France, selon vous, sont assez reconnus en France ou est-ce que, encore une fois, ils restent entre eux et ils ne sont pas assez considérés? Je crois que les Serbes de France sont une communauté vraiment exemplaire, ce sont des citoyens exemplaires. Ils aiment la France, ils aiment les Français. Euh, Ils n'oublient pas qui ils sont. Et je crois que c'est très bien. Ils n'ont pas oublié leur foi. Et quand ils fêtent Noël, ils vont à l'église. Et vous pouvez aller au 18e arrondissement de Paris, rue de Saint-Plon, où il y a l'église Saint-Sava, une des premières églises serbes de France. Le jour de Noël, la rue est bondée de grands-parents, d'enfants, d'hommes, de femmes. Et tout le monde fait la fête parce que c'est leur plus belle fête. Voilà, la fête de Noël. Ça va être le cas également pour les fêtes de Pâques. Et à côté de ça, ce sont des gens qui ne posent aucun problème, qui sont parfaitement citoyens à part entière. Et je crois que c'est un vrai plus pour la France, mais c'est aussi un plus pour la Serbie, puisque ce sont des gens qui sont un véritable pont entre nos deux pays. Et l'amitié franco-serbe est présente malgré tout chez un grand nombre de Français qui n'ont pas oublié la Première Guerre mondiale, l'alliance entre la France et la Serbie, qui n'ont pas oublié que le futur roi de Serbie, Pierre Karađorđe, s'était engagé volontairement, un futur roi qui s'est engagé volontairement du côté de la France en 1870 dans la guerre contre la Prusse, qui a été blessé, qui a été emprisonné, qui a réussi à s'échapper et qui est retourné au front. Il était prêt à se sacrifier pour la patrie française parce qu'il croyait en ses idéaux. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, ce que font les volontaires, les bénévoles de Solidarité Kosovo, c'est aussi rendre l'appareil en montrant que nous aussi, on est prêts aujourd'hui, quand la Serbie a des problèmes et a des besoins, de l'aider. Et les Serbes de France participent de cet effort et tous les gens qui nous regardent peuvent également y participer en faisant la promotion de ce qui s'y passe et en informant les gens autour d'eux. Je crois que tout le monde peut donner une contribution à cette cause qui m'est chère, mais qui, je pense, peut être chère à de nombreuses autres personnes. Et nous l'avons montré à travers 2 décennies d'action humanitaire. Et en tout cas, je souhaite que les liens entre la France et la Serbie continuent à se développer. C'est le cas également au niveau politique, puisque le président serbe Aleksandar Vučić a choisi la France comme un des partenaires privilégiés en Europe, tant économique que politique. Et ce sont des choses importantes pour nos deux peuples et nos deux pays.
Alors pour terminer cet entretien, on va aborder un dernier sujet qui vous est très cher également, l'Église. En 2018, vous avez reçu l'ordre de Saint-Sava, décerné par le Saint-Synode des évêques de l'Église orthodoxe serbe. Quel est votre rapport justement à l'Église orthodoxe aujourd'hui et est-ce que c'est un moteur pour vous dans vos combats? J'ai rencontré l'Église orthodoxe et en fait mes premiers amis orthodoxes dans le monastère de Visoki-Dechani. C'était des moines. J'ai expliqué comment on arrive jusqu'à ce monastère en passant les différents checkpoints de l'OTAN. Et ensuite, vous rencontrez ces hommes qui sont pour la plupart très jeunes, qui sont vigoureux, qui sont grands, qui chantent d'une voix grave leur amour pour leur foi et pour leur pays. Et ces gens-là, ce sont un pilier pour toutes les populations serbes chrétiennes du Kosovo. Ce sont grâce à eux qu'ils sont restés et qu'ils continuent à vivre sur leur terre. La foi, c'est plus qu'une spiritualité pour les Serbes. C'est une façon de voir le monde, c'est un lien social. Et on ne se pose pas la question, est-ce que l'on est croyant ou on ne l'est pas? On est croyant. On ne se pose pas la question, est-ce que l'on va à l'église pour Pâques, pour Noël? On va à l'église. Et c'est un liant et c'est aussi un bouclier face à l'adversité, face aux malheurs qui les ont euh, entourés pendant des décennies et des siècles. Et si le peuple serbe existe encore aujourd'hui, alors qu'il a été occupé pendant 5 siècles, 500 ans par les Ottomans qui ont tenté de les convertir à l'islam, c'est parce qu'ils avaient foi dans leur église et dans leurs représentants, les moines, le patriarche. Et je crois que c'est un véritable modèle de vie et on a peut-être un petit peu oublié, j'en reviens à votre question par rapport à l'Occident, dans le confort, on oublie peut-être certaines valeurs fondamentales qui font de nous des hommes. Et la foi, ça en fait partie. Et se réunir autour de quelque chose qui nous dépasse, cette transversale, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de très présent en Serbie et évidemment dans sa province du sud du Kosovo. Donc j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect pour l'Église orthodoxe serbe et tous nos projets humanitaires sont réalisés en partenariat avec l'Église orthodoxe de Serbie. Eh bien, Monsieur Gouillon, merci de nous avoir accordé du temps et de nous avoir partagé votre expertise. On espère vous recevoir bientôt à Paris, dans nos locaux. Avec grand plaisir et encore une fois, merci à vous de cette invitation et mes chaleureuses salutations à toute votre équipe et à tous vos auditeurs. Et un grand bravo pour tout le travail qu'effectue Omerta sur les différents thèmes que vous couvrez. Merci, merci beaucoup. Et merci à Merci. vous d'avoir regardé cet entretien. Pour rappel, si le sujet vous a intéressé, vous pouvez également retrouver notre documentaire Bosnie, frères ennemis ou encore Kosovo, le dernier cri d'un condamné, toujours disponible sur notre application Omerta. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.